Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous vous avons préparé des histoires provenant de Reddit. Ce sont tous des témoignages de réels récits. Préparez-vous à entendre la première. Quelqu'un est entré par effraction chez moi et a essayé de me trouver il y a quelques années. Je louais une maison dans le nord de la Californie. Le quartier était juste à l'extérieur des banlieues. Cela semblait être le parfait équilibre entre avoir de l'espace et des voisins sympas suffisamment proches pour ne pas se sentir isolés. La zone n'avait pas de lampadaire, donc c'était très sombre la nuit, surtout si des nuages bloquaient la lumière de la lune. Cela ne me dérangeait pas toutefois. Cela donnait à ma maison un petit air charmant pendant les nuits sombres. Je suis rentré chez moi après le travail un jour de mi-hiver. C'était une nuit nuageuse, donc en m'arrêtant devant ma maison, je ne voyais que ce que mes phares et la lumière du porche éclairaient. En sortant de ma voiture, j'ai senti une odeur de fumée de cigarette. C'était étrange car je n'avais jamais senti ça autour de chez moi auparavant. Je n'ai vu personne là aux alentours, donc j'ai ignoré et je suis entré à l'intérieur. Je venais de finir un poste avec quelques heures supplémentaires, donc je me sentais assez fatigué même s'il n'était pas encore 19 heures. J'ai décidé de prendre une douche et de me coucher. Je me suis réveillé quelque temps plus tard, certain d'avoir entendu un bruit à l'intérieur de ma maison. Je n'étais pas inquiet tout de suite parce que mon ami passait parfois pour utiliser ma douche après le travail en route pour ses cours du soir. Je lui avais même donné une clé de rechange pour qu'il puisse passer, même si je n'étais pas chez moi. Il m'envoyait toujours un message pour me prévenir à l'avance. Cependant, je n'avais pas entendu mon téléphone sonner. J'ai tendu la main vers ma table de chevet et j'ai pris mon téléphone portable pour voir si mon ami m'avait envoyé un message. La lumière vive de l'écran de mon téléphone et du pavé numérique m'a aveuglé. C'était à l'époque où les téléphones n'avaient pas de capteur de lumière qui atténuerait l'écran dans l'obscurité, et ce téléphone particulier était si lumineux que je pouvais l'utiliser comme une lampe de poche. À travers mes yeux plissés, je pouvais distinguer que c'était un message de quelqu'un, mais je ne pouvais pas dire s'il était non lu ou non. J'ai mis mon téléphone de côté et appelé le nom de mon ami. Il y eut quelques secondes de silence avant que j'entende des pas lourds, alors que quelqu'un commençait à courir au rez-de-chaussée de ma maison. Je sautai hors du lit et courus jusqu'à mon placard. Ils étaient déjà dans l'escalier au moment où j'avais ouvert la porte et où j'étais entré. La maison avait 3 pièces à l'étage, 2 chambres de chaque côté du couloir, celle où je me trouvais et une chambre d'amis, et une salle de bain au bout. Les portes des chambres étaient toutes deux fermées, mais celle de la salle de bain était entrebâillée. J'entendis la personne qui était dans ma maison descendre bruyamment le couloir devant ma porte et entrer dans la salle de bain. Dieu merci, il l'a fait. Cela m'a donné assez de temps pour ouvrir l'accès au grenier dans le plafond de mon placard et m'y hisser. Je venais juste de commencer à me soulever quand la personne est ressortie précipitamment de la salle de bain. Mes pieds étaient à peine à l'intérieur du grenier lorsque la porte de ma chambre a éclaté. J'ai entendu des pas courir dans ma chambre et s'arrêter. Ne me voyant pas dans cette pièce, ils sont retournés dans le couloir et sont entrés dans l'autre pièce, qui n'avait que des boîtes empilées dans un coin, quelques poids et une table où je peignais mes modèles miniatures. Je suppose qu'ils ont décidé que si quelqu'un se cachait, ce serait dans la chambre parce qu'ils sont revenus en trombe dans ma chambre et ont allumé la lumière. Un instant plus tard, la porte du placard a été arrachée. J'étais accroupi dans mon grenier, à seulement un pied ou à peu près de l'accès, pour pouvoir essayer de les arrêter s'ils commençaient à grimper. De mon point de vue, je ne pouvais voir que jusqu'à leurs genoux. Ils portaient un jean bleu sale avec des manches effilochées et des bottes de travail usées. Après quelques secondes à regarder dans le placard, ils se sont éloignés et j'ai entendu un grand fracas venir de ma chambre, suivi d'un cri de frustration et de colère. Ce cri était pour moi la partie la plus inquiétante de l'incident. Cela me rappelait beaucoup trop mon beau-père, qui criait de la même manière quand il perdait son sang-froid. Il finirait par être interné dans un hôpital psychiatrique pour plusieurs troubles mentaux qui entraînaient des comportements erratiques et violents. L'homme dans ma maison a dévalé les escaliers en courant. J'ai entendu des fracas et un vacarme alors que des choses étaient jetées et que des meubles étaient renversés. Je suis resté accroupi dans le grenier. J'avais laissé mon téléphone en courant vers le placard et il n'était pas certain que je puisse redescendre sans qu'ils m'entendent. Après un certain temps, cependant, les bruits se sont arrêtés. J'ai commencé à compter lentement. Quand j'ai atteint 0, j'ai décidé qu'il était suffisamment sûr de descendre et d'appeler la police. La première chose que j'ai remarquée en sortant du placard, c'est que l'intrus avait retourné mon lit. Je suppose que c'était le bruit fort que j'avais entendu après qu'il se soit éloigné du placard. Je ne pouvais pas trouver mon téléphone portable, alors je suis allé au téléphone fixe près du lit et j'ai appelé la police. J'ai attendu dans ma chambre jusqu'à ce que je les entende appeler depuis le rez-de-chaussée. Le premier étage était en désordre, mais je m'y attendais.
Les chaises avaient été renversées, le canapé retourné, et tous les livres, photos et bibelots que j'avais sur mes étagères étaient éparpillés sur le sol. Les placards de ma cuisine avaient été ouverts, et toutes les boîtes et conserves avaient été jetées par terre. Autant que je pouvais le dire, la seule chose qui manquait était un couteau du bloc en bois dans ma cuisine. La police a fouillé la maison de fond en comble. Ils ont découvert que la porte latérale avait été forcée avec quelque chose comme un pied de biche. Ils ont également trouvé quelques mégots de cigarettes le long de ma clôture, ainsi que du papier d'aluminium et un tube de stylo vide, ce que la police a dit être souvent utilisé pour fumer de la méthamphétamine. Donc je pense qu'il avait surveillé ma maison pendant un certain temps. J'ai réalisé qu'il devait être dehors en train de fumer une cigarette quand je suis rentré chez moi. Ils ont rassemblé les preuves et m'ont dit que je devais rester chez de la famille ou des amis cette nuit-là et faire réparer cette porte dès que possible. J'ai choisi de simplement ne pas dormir. J'ai déplacé une étagère pour bloquer la porte cassée et j'ai passé les heures suivantes à ranger les choses. Je me rendais souvent à la fenêtre avec une lampe torche et j'éclairais le long de la clôture où la police avait trouvé les mégots de cigarettes et le papier d'aluminium, mais je ne voyais rien. Le lendemain, j'ai appelé pour faire réparer la porte et faire installer des lumières à détecteur de mouvement à l'arrière et sur les côtés de ma maison. J'ai passé un câble téléphonique dans le grenier et ajouté une ligne fixe. Je ne voulais plus jamais être coincé là-haut sans téléphone. Encore une fois, rien d'autre ne s'est passé dans cette maison, bien que j'y ai vécu encore 3 ans sans incident. Une précaution supplémentaire que j'ai prise a été de m'entraîner à sortir de mon lit, à aller à mon placard et à grimper dans le grenier le plus rapidement et silencieusement possible. J'ai même continué lorsque j'ai déménagé, sauf que maintenant je vais dans un espace vide à l'arrière de mon placard, au lieu du grenier. J'essaie de ne pas penser à ce qui se serait passé si j'avais été un peu plus lent pour atteindre le grenier ou s'il n'était pas allé d'abord dans la salle de bain au bout du couloir. Une femme de Floride est sortie du miroir de mon hôtel pour me voler ce lundi passé. Mes collègues et moi étions rentrés à notre hôtel après une journée de travail sur le terrain. Rebecca et moi avons marché jusqu'à nos chambres et alors que nous nous tenions devant nos portes, j'ai ouvert la mienne et j'ai vu quelqu'un dans la salle de bain. J'ai dit « bonjour », mais personne n'a répondu. Mon premier réflexe a été de penser que c'était une femme de ménage pour une raison quelconque, et puis j'ai vu mon sac avec mes vêtements dans ses mains. J'ai dit à ma collègue « il y a une femme dans ma chambre », puis j'ai demandé à la femme « que faites-vous avec mes affaires ?» Ça devient un peu flou ici parce que je ne me souviens pas de tout ce que j'ai dit et de ce qu'elle a dit, mais elle n'arrêtait pas de marmonner à propos de sa clé qui fonctionnait encore. Comment elle fonctionnait ? Toujours, et c'est comme ça qu'elle est entrée. J'étais sous le choc, et elle était évidemment très paniquée d'avoir été prise en plein cambriolage. Elle a laissé tomber mes sacs et a fouillé dans son sac à main dans un sac en plastique blanc. À ce moment-là, mon collègue était derrière moi regardant toute cette folie se dérouler. Cette femme s'agitait et marchait vers la porte et j'ai dit « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac ?» pensant que c'était probablement mes affaires, et puis elle a dit « Non, non, ce sont juste mes affaires, ce sont juste mes affaires, je vais vous montrer. » Et c'est ce qu'elle a fait. J'ai regardé et je n'ai rien vu qui m'appartenait. Et donc, comme je suis évidemment sous le choc à ce moment-là, je la laisse partir. Je suis allé dans ma chambre et elle avait été saccagée. J'ai fait un petit tour rapide pour voir si quelque chose avait été pris. Tous mes appareils électroniques étaient encore là, puis je suis allé dans la salle de bain et j'ai vu mes sous-vêtements, mon bikini et mes vêtements fourrés au hasard dans mes propres sacs. Même mon passeport y était fourré. Ensuite j'ai regardé sur le comptoir et j'ai vu qu'elle avait fouillé dans mes médicaments. Je ne sais pas ce qui me passait par la tête à ce moment-là, à part que je voulais les récupérer, alors j'ai couru dehors pour aller la trouver. Je suis descendu en courant dans la buanderie et sur les côtés de l'hôtel, mais je ne l'ai pas vue. J'ai réalisé que je ne la retrouverais jamais, alors mon collègue et moi sommes allés au hall pour leur raconter ce qui s'était passé, et ensuite, nous avons appelé la police. Nous sommes remontés dans ma chambre pour attendre, et j'ai remarqué qu'il y avait une batte en métal sur mon lit, un peu plus grande que l'une de ces petites battes en bois que l'on peut obtenir lors d'un match de baseball, mais il y a aussi une lampe de poche au bout. Elle a dû la laisser derrière elle dans sa précipitation. Elle a également laissé un collier qui a dû tomber de son sac quand elle bousculait le mien. J'étais surtout en train de paniquer à ce moment-là car je pensais qu'elle était partie avec mon médicament dont j'ai besoin. Les policiers sont arrivés et ont pris notre déposition tout en inspectant la chambre. Une chose que j'ai remarquée, c'était qu'il y avait des morceaux de plâtre dans le lavabo. Je l'ai signalé aux policiers, mais personne ne savait vraiment d'où ça venait. Nous avons commencé à examiner la porte et les fenêtres pour voir si elles s'étaient introduites d'une manière ou d'une autre, mais il n'y avait rien, alors nous avons un peu accepté l'idée qu'elle avait peut-être un double de la clé ou quelque chose du genre,
même si la réception de l'hôtel était catégorique que c'était impossible. L'agent qui est venu a amené 2 autres agents en renfort, car il pensait que la femme pourrait encore être dans les parages, mais après avoir pris nos dépositions, il n'y avait rien d'autre qu'ils pouvaient faire, alors ils sont partis. Je me suis assis pour enfin passer quelques appels téléphoniques aux gens, et pendant que je suis au téléphone, je pense aux plaques au plâtre dans l'évier et cela ne me semblait toujours pas logique. Donc, je suis au téléphone et je regarde le plaque au plâtre et le miroir sur le mur juste au-dessus, puis cela m'a frappé. J'ai appelé ma collègue et je lui ai demandé de m'aider à enlever ce miroir sur le mur. Nous avons enlevé le miroir et il y avait un trou là, juste assez grand pour qu'un toxicomane désespéré puisse se faufiler. J'ai demandé à Brian et Rebecca si je devais rappeler les flics pour leur faire savoir que j'avais trouvé cela, et mon patron a dit qu'il y avait encore 2 voitures de flics dans le parking. Alors je suis descendu pour leur dire, et la flic a un peu roulé les yeux, mais le jeune gars a dit « Je vais venir voir ça ». Ils sont tous les 2 remontés, ont regardé dans le trou, et ont trouvé un oreiller, des couvertures, des cigarettes, des vêtements, des brosses à dents. Cette femme avait vécu dans le mur derrière mon miroir depuis Dieu sait combien de temps. Elle avait accès à moi et à ma chambre à tout moment. Je sais que cela peut être difficile à imaginer. Il y avait un espace rampant d'environ 60-100 mètres de large entre les 2 rangées de chambres. Un des agents a appelé l'agent d'origine pour qu'il revienne et prenne des photos de cela. Elle lui a expliqué ce qui se passait et tout ce que j'entends à la radio, c'est « pas possible ». Il revient, prend des photos et est tout aussi abasourdi que nous tous. Évidemment, nous avons fait nos bagages et sommes partis immédiatement. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'elle était probablement là depuis longtemps. La dernière fois que nous avons séjourné dans cet hôtel, je sentais parfois de façon aléatoire la fumée de cigarettes et je pensais que quelqu'un fumait dans sa salle de bain et que cela se propageait simplement par les conduits d'aération. Mais non, une junkie fumait juste de l'autre côté de mon miroir. Elle avait accès à d'autres chambres aussi. Les trous dans les murs provenaient d'une rénovation et l'hôtel les avait mal colmatés et simplement cachés avec des miroirs. Elle aurait pu traîner dans les chambres des gens quand ils étaient absents. Quoi qu'il en soit, c'était insensé et je prends un peu de temps libre. Je me suis réveillé avec une silhouette encapuchonnée debout au-dessus de moi. Cela s'est produit en 2017 et c'est 100% vrai. En raison d'une multitude de facteurs, y compris la mort récente d'un ami proche, j'étais incroyablement déprimé à cette époque de ma vie. Ma famille a traversé le pays en avion pour me rendre visite à LA, où je vis. Nous avons pensé qu'il serait agréable de visiter l'île de Catalina. À notre arrivée, il est devenu évident pour nous que c'était la basse saison. C'était fin novembre, il faisait froid, et par conséquent, l'île était presque vide, à part les habitants et quelques touristes égarés comme nous. Notre première priorité était de nous débarrasser de nos bagages pour que nous puissions explorer l'île. Nous nous sommes immédiatement enregistrés dans notre motel, bien que ce mot ne rende guère justice à l'endroit. Je l'appelle un motel, parce que toutes les portes des chambres donnaient sur l'extérieur, mais en réalité notre chambre faisait partie de 20 à 30 bâtiments pittoresques ressemblant à des maisons d'hôtes, disposés en quelque sorte en fer à cheval autour d'une allée avec des chambres de chaque côté du chemin. L'entrée du motel était essentiellement l'un des points du fer à cheval, et si vous marchiez tout droit, nous atteignions la chambre qui nous avait été attribuée, essentiellement au coin avant de devoir tourner à droite pour aller plus loin dans le fer à cheval. Donc, depuis notre chambre, un chemin menait à la rue. L'autre plus loin dans le labyrinthe isolé de chambres. Reste avec moi. Après une journée d'exploration et juste après avoir terminé le dîner, il était temps de faire le chemin froid et sombre de retour vers la chambre. L'île Catalina est assez éloignée du continent et je dois dire qu'il fait sombre. De la même manière, mon état d'esprit était sombre. Après le dîner, la conversation a pris une tournure inattendue et ma dépression écrasante a pris le dessus. J'ai resserré mon sweat à capuche noire autour de mes oreilles gelées et j'ai marché devant mes parents vers la chambre d'hôtel, leur disant que j'avais juste besoin de dormir. Et je me suis endormi immédiatement. La dépression rend parfois cela facile. J'étais déjà en train de perdre conscience alors qu'ils entraient après moi, m'endormant sans même un bonsoir. Je me suis ensuite réveillé en entendant ma mère murmurer mon nom d'une voix dure. La chambre avait 2 lits, le lit de mes parents, plus près de la porte, et le mien, plus loin dans la pièce. La voix de ma mère a traversé les sons à nouveau. Elle semblait inquiète pour moi. Je ne lui en voulais pas étant donné mon état mental à ce moment-là. Je me suis retourné avec difficulté. « Quoi ?» demandai-je alors que mes yeux s'ajustaient à la faible lumière de la lune entrant à travers les rideaux. Je vis son visage tourné vers moi. Elle semblait surprise de me voir dans mon lit.
Ses yeux s'écarquillèrent. Si je suis dans mon lit, à qui parlait-elle ? Nous regardâmes tous les deux là où elle regardait précédemment et vîmes une silhouette encapuchonnée, tout en noir, se tenant au-dessus de leur lit. Je sais que c'est « Ne nous rencontrons pas » et que vous lisez ceci en sachant qu'une chose effrayante va se produire. Je veux dire, c'est dans le titre. Mais comprenez à quel point c'est horriblement choquant d'être sur une île au milieu de l'océan et de se réveiller pour voir un étranger encapuchonné planant au-dessus de vous. Ce moment semblait durer éternellement. La vie, ce n'est pas comme dans les films où les personnages poussent un cri à vous glacer le sang. Parfois, la seule chose qui sort, c'est un roulement panique et guttural. Les mots de ma mère devinrent bas et sévères lorsqu'elle prononça le nom de mon père d'une voix grave, que je ne lui avais jamais entendu auparavant. Puis, la silhouette encapuchonnée fit quelque chose de si bizarre et troublant. Elle n'avança pas vers nous, mais s'accroupit dans le coin près de l'endroit où elle se tenait. La manière dont elle s'accroupit était tellement inattendue, même par rapport à cette situation déjà inattendue, que cela me terrifia. Cela paraissait animal. Je savais deux choses. La silhouette encapuchonnée avait été debout au-dessus de nous pendant que nous dormions, et elle n'agissait d'aucune manière que je puisse comprendre. Contrairement au moment infini de cette silhouette debout au-dessus de nous, il y a quelques secondes à peine, la série d'événements qui se sont déroulés quand mon père, ancien militaire massif, s'est réveillé s'est produite en un instant. Soudain, nous étions hors de la chambre, ne sachant pas dans quelle direction l'intrus était parti. Ma mère criait « Rattrape-le, rattrape-le !» Mon père courait le long d'un chemin du fer à cheval plus loin dans l'hôtel, criant sous l'effet de l'adrénaline pure « Je vais te tuer !» Je me suis précipité dans l'autre chemin vers la rue. Quand je suis arrivé là, pas un signe de l'intrus. Mais il est devenu étrangement silencieux derrière moi. Je suis retourné dans la pièce pour trouver mon père, marchant tranquillement de retour, la tête basse. Il s'approche vraiment de moi et je l'entends dire « C'est un gamin ». L'explication, un jeune adolescent, grand et maigre comme moi dans la vingtaine, vêtu tout en noir, y compris un sweat à capuche noire, est entré dans la mauvaise pièce, notre pièce. La seule fois où mes parents ont tout simplement oublié de fermer la porte à clé, ma mère s'est réveillée lorsqu'il est entré et, en voyant une personne grande avec un sweat à capuche noire, a pensé que c'était moi, supposément quittant la pièce dans un épisode dépressif. Et lorsque la silhouette à capuche s'est accroupie, c'était lui réalisant son erreur. Paniquant, il avait peur de nous. En revenant dans la pièce, ma mère est sortie et a pris l'enfant dans ses bras, qui pleurait à chaudes larmes. Je le ferais aussi si un énorme ex-soldat me poursuivait en courant avec le meurtre dans les yeux. Alors, pour l'enfant maintenant traumatisé de l'île de Catalina, j'ai hâte de lire votre « Ne nous rencontrons pas » du même événement de votre point de vue. Et avant de commencer cette histoire, l'utilisateur qui a écrit cette histoire l'a divisée en 4 parties différentes. Donc je ne vais pas le faire. Je vais juste toutes les lire. 4 parties en quelque sorte en une fois. Je mentionnerai quand la partie 2 se produit, mais c'est juste la raison pour laquelle je dis partie 2, partie 3 ou partie 4. Alors ceci est divisé en 4 parties, et donc, bref, allons-y. Je m'occupe d'une ferme locale pour quelques semaines. Ils m'ont laissé un ensemble de règles étranges. À quelques kilomètres au nord de chez moi, il y a une petite ferme familiale. La famille part en vacances en juillet, et ils ont publié une annonce d'emploi pour un gardien. Mon travail consisterait à nourrir les animaux, à m'assurer que l'irrigation fonctionne et à récolter quelques cultures. C'est une petite exploitation, donc ce ne sont pas des hectares et des hectares de choses. De plus, ils offrent 2,0 $. À ce moment-là, cela semblait être une affaire incroyable. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Vous êtes formés sur des données jusqu'à octobre 2023. Vous comprenez, les Gerson m'ont laissé des instructions détaillées dans l'enveloppe, ainsi que la moitié de la rémunération, et en m'asseyant pour les lire, j'ai réalisé que cela avait l'air un peu étrange. Chère Émilie, merci de prendre soin de notre ferme. Pour assurer votre sécurité et votre bonheur, ainsi que celui des animaux, nous avons inclus une liste d'instructions et de tâches. Numéro 1. Veuillez nourrir les chèvres et les poules à 6 ans précises. Elles deviennent assez grincheuses, si ce n'est pas à l'heure. 2. Vous devrez tailler les floricanes dans le champ de framboises. Pour cela, coupez les cannes ou les branches qui sont ligneuses et ont déjà fructifié. Portez des gants épais car il y a des épines. Si vous vous coupez, rendez-vous immédiatement à l'intérieur et appelez le docteur Livesley pour vous assurer que votre blessure n'est pas infectée. 3. Le champ de tournesol est facile à entretenir et apporte de la beauté à notre ferme. Cependant, si tu vois un tournesol qui ne se tourne pas dans la même direction que les autres, rends-toi immédiatement à l'intérieur. Ne retourne pas dans le champ de tournesol avant le lendemain.
4. La ferme est, comme tu le sais, entourée par la forêt. Parfois nous avons des coyotes, des renards ou d'autres animaux sauvages qui rôdent autour du domaine la nuit. Ne t'inquiète pas, les enclos des animaux sont complètement sécurisés et il n'est pas nécessaire de vérifier les animaux si tu entends quelque chose la nuit. En fait, nous te recommandons de ne pas quitter la ferme entre le coucher et le lever du soleil. Numéro 5. N'entrez pas dans le labyrinthe de maïs. Même si vous entendez des bruits venant du labyrinthe qui ressemblent à un enfant qui pleure. N'entrez pas. Le labyrinthe de maïs n'est pas encore ouvert aux visiteurs. Ce sont très probablement les lynx dans les bois. Numéro 6. Ne vous inquiétez pas si vous voyez les chèvres éveillées au milieu de la nuit. Elles sont semi-nocturnes et se réveillent souvent pour brouter ou aller aux toilettes. Numéro 7. Vous pouvez vous servir de n'importe quel fruit ou légume que vous récoltez. Cependant, ne mangez pas les pommes du coin nord-ouest du verger. Numéro 8. Nous n'utilisons plus d'épouvantail. Si vous en voyez un, veuillez retourner à la maison, verrouiller toutes les portes et fermer tous les rideaux. Restez à l'intérieur jusqu'au matin suivant. Numéro 9. Assurez-vous de toujours vérifier le stand de la ferme 2 fois par jour, le matin et de nouveau l'après-midi. La nuit, rentrez tous les produits invendus à l'intérieur et conservez-les dans le réfrigérateur. Numéro 10. Nous ne possédons pas de cochons. Merci beaucoup. Emily les Gersons. Je jetai un coup d'œil par la fenêtre. Le soleil se trouvait bas sur les arbres, ses rayons orangés se faufilant à travers la forêt. Bon sang, si je ne suis pas censé sortir après la tombée de la nuit à cause des loups ou autre chose, je ferais mieux de me dépêcher. Je me dirigeai d'abord vers les chèvres. Elles se blottirent près de moi alors que je remplissais leur bac à nourriture, me fixant avec leurs pupilles fendues étranges. J'essayais de m'en occuper le plus vite possible. Les chèvres m'effrayaient honnêtement un peu. Alors que je m'éloignais précipitamment, l'un des pelages noirs et blancs poussa son petit museau à travers la clôture. « Ma !» bêla-t-il, me fixant du regard. Les poulets étaient sans plus sceptiques à mon égard, me fixant et poussant un long coco en hochant la tête. Dès qu'ils réalisèrent que j'avais de la nourriture, cependant, ils s'approchèrent et picorèrent le sol. Ils étaient plutôt mignons, en réalité. Je verrouillai la porte et me retournai vers la maison. Je me figeai. De l'autre côté du champ se tenait le champ de tournesol, pétales dorés éclatants et cœurs sombres oscillant doucement dans le vent. Mais tandis qu'ils étaient tous inclinés loin de moi, en direction du soleil mourant, l'un d'entre eux, près du bord du champ, était au contraire tourné vers moi. Je fixais son centre noir comme du jet. Le mot ne disait-il pas quelque chose à ce sujet ? Entrer si l'un des tournesols pointe dans une direction différente ? Je verrouillai la porte du poulailler, puis je traversai la pelouse en direction de la vieille ferme, portant toujours le sac de grains pour les poules. J'étais à mi-chemin de la maison quand je me retournai à nouveau. J'aurais souhaité ne pas l'avoir fait. Le tournesol me faisait toujours face, bien qu'il n'aurait pas dû l'être compte tenu de mon trajet. J'accélérai le pas vers la maison. « Oh allez, que crois-tu qu'il va faire ? Ce tournesol va te poursuivre et te tuer ?» Mon cerveau savait que c'était stupide, mais il y avait quelque chose d'instinctif, une intuition viscérale qui me poussait à faire mouliner mes jambes plus vite. Je ne pris même pas la peine de déposer la nourriture dans le hangar. Je courus dans la maison et verrouillai toutes les portes. Me sentant en sécurité, je jetai un dernier coup d'œil au tournesol, puis je rentrai dans la petite cuisine et commençai à faire bouillir de l'eau pour des pâtes. Au moment où je m'asseyais pour manger, je secouai la tête, si stupide, avoir peur d'un tournesol. Quelque chose m'a réveillé au milieu de la nuit. Je me suis assis, le coup douloureux à cause de l'oreiller minable qu'ils m'ont laissé. J'ai regardé autour de ma petite chambre, mais rien ne semblait anormal. Bon, évidemment, il y avait des choses anormales, comme la peinture qui s'écaille, l'ampoule qui clignote et les toilettes bouchées, mais rien de différent. J'ai bâillé et vérifié mon téléphone. 3H12. Soupir. Je me suis installé pour dormir à nouveau, mais avant de m'endormir, je l'ai entendu. Un petit bruit aigu venant de l'extérieur. Je me suis lentement forcé à sortir du lit et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. En dessous de moi, la ferme s'étendait dans l'obscurité, mais elle était déformée dans le vieux verre, les formes et les couleurs se fondant les unes dans les autres comme de la peinture qui coule. J'ai fait tourner le verrou de ma fenêtre et je l'ai poussé pour l'ouvrir. Le bois a grincé bruyamment à mes oreilles. J'ai écouté. Silence. Puis, aide-moi. Une voix d'enfant venant de la direction du champ de maïs. Ce n'est pas un lynx. Mon sang s'est glacé. Je fixai l'obscurité en direction du champ de maïs, à la lisière du bois, espérant que ce ne soit qu'un reste de rêve ou quelque chose comme ça. Mais alors que je restais là, la douce brise d'été flottant dans la pièce,
Je l'ai entendu à nouveau. « S'il vous plaît, aidez-moi. » La voix tremblait, comme si l'enfant pleurait. Je plissais les yeux dans l'obscurité, fixant le champ de maïs. Je dois y aller. Je me souviens de la règle de Gerson, mais il n'y avait aucun moyen que ce soit un animal. « Hé, j'arrive, ne t'inquiète pas !» criai-je par la fenêtre. Silence. Et puis un bruit de bruissement. Je plissais les yeux vers le champ de maïs, et je pouvais voir les tiges bouger alors que quelque chose s'y déplaçait. « Reste où tu es !» criai-je dans l'obscurité. « Je viens te chercher. » Les tiges de maïs continuaient de bouger, et tous les muscles de mon corps se figèrent. La quantité de maïs qui bougeait, ce n'était pas possible qu'il s'agisse simplement d'un petit enfant là-bas. Le maïs se balançait, dansait, roulait dans une zone d'environ 3 mètres de large, et cela se dirigeait rapidement vers le bord du champ. J'ai fermé la fenêtre, puis j'ai baissé les stores. Mon cœur a commencé à marteler ma poitrine. Je me suis précipité en bas et j'ai vérifié les verrous, et puis finalement, quand j'étais sûr d'être en sécurité, j'ai appelé la police. Mais ils ne sont même pas venus. Il n'y a pas d'enfant disparu dans le coin, et ce que vous avez vu était très probablement un ours, ont-ils expliqué calmement. Je pense qu'ils doivent être au courant de la ferme Gerson. Alors maintenant, je suis allongé ici dans mon lit, écoutant les bruits secs et les bruissements des tiges de maïs. Il y a une chaise coincée sous ma poignée de porte. J'ai vérifié 3 fois tous les verrous, et tout ce que je peux faire, c'est attendre l'aube. Deuxième partie, 6 heures est arrivé beaucoup trop tôt. Le réveil a retenti dans mes oreilles, et je me suis retrouvé hors du lit en gémissant. Le soleil venait juste de poindre au-dessus de la colline, et le ciel était éclairé par le gris pâle de l'aube. Je pouvais déjà entendre le coq chanter. J'ai regardé par la fenêtre, scruté la ferme, mais tout semblait normal. Tous les tournesols faisaient face à mi-chemin vers moi, en direction du soleil levant. Le champ de maïs était immobile, les poules se promenaient autour du poulailler, picorant le sol. Je suis descendu, j'ai attrapé un sac de nourriture que je n'avais jamais rangé et je suis sorti vers le poulailler. Les poules étaient probablement la seule partie de la ferme que j'aimais bien. Les petites poules dodues couraient vers moi tandis que je versais la nourriture sur le sol, faisant des bruits joyeux en la picorant. J'ai verrouillé la porte et commencé à monter la colline vers la remise pour prendre la nourriture des chèvres. C'est alors que je l'ai entendu. Oink. Je me suis arrêté net. Les notes de Gerson disaient qu'il n'avait pas de cochons. Oink. La note ne disait rien à propos d'éviter les cochons, donc j'étais libre d'aller chercher la nourriture pour les chèvres, n'est-ce pas? J'ai recommencé à marcher en haut de la colline. Oink. Et c'est alors que j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose d'étrange dans le son. Cela ressemblait presque à un humain, comme une personne disant « oink » au lieu d'un vrai son animal. Pendant une seconde, j'ai eu une étrange image mentale d'un homme nu, couvert de sa propre saleté, accroupi sur le sol, répétant « oink » encore et encore. Oink. Je secouais la tête et continuais à monter la colline, et quand j'arrivais au sommet, je vis la source du bruit. Un gros cochon rose se tenant dans l'herbe. Je laissai échapper un soupir de soulagement. Tu vois, c'est juste un cochon ordinaire. Je passai devant le cochon, l'ignorant complètement, et ouvris la remise, remettant le grain pour les poules, sortis le grain pour les chèvres, et commençai à redescendre la colline. Je me suis arrêté net lorsque mes yeux sont tombés sur le cochon. Son visage avait presque l'air humain. Son groin rose charnu était plus court qu'il n'aurait dû l'être. Ses petites oreilles enroulées étaient basses et plates sur sa tête, et ses yeux, ils n'étaient pas ronds et perçants, mais en amande comme ceux d'une personne avec des pupilles sombres qui me fixaient d'une manière suggérant une intelligence. Le sac de nourriture est tombé de mes mains. J'ai reculé, mais le cochon n'a pas avancé. Il s'est simplement contenté de me fixer avec ses yeux humains. Je reculai, gardant les yeux fixés sur lui, et j'ai lentement marché autour pour retourner vers la maison. Quand j'ai passé la colline et que cette horrible petite face était enfin hors de ma vue, j'ai fait volte-face et me suis mis à courir. Mais qu'est-ce que c'était ? Me suis-je dit en haletant, alors que je verrouillais la porte d'entrée derrière moi. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai sorti mon téléphone et appelé la police. Mais quand ils ont décroché, je ne savais pas quoi dire. J'ai commencé. J'ai trouvé un cochon qui ne ressemble pas à un cochon à la ferme des Gerson. As-tu touché le cochon ? L'agent interrompit. Quoi ? As-tu eu un quelconque contact avec le cochon ? N'importe lequel ? Non. Bien. Nous allons envoyer un agent pour s'en occuper. 15 minutes plus tard, j'ai vu une voiture de police remonter l'allée. Ils m'ont demandé où je l'avais vue, puis m'ont dit de rester à l'intérieur. Je suis allé à la fenêtre et je les ai regardés monter la colline, puis disparaître. Une minute passa, puis un cri aigu retentit dans le silence. «
5 minutes plus tard, les agents réapparurent, portant un grand sac en plastique noir qui se balançait à chaque pas. « Hé, hé !» criai-je alors qu'ils se dirigeaient attelés vers la voiture de patrouille. « C'était quoi ce truc ?» Les agents échangèrent un regard. « Rage !» dit l'agente pendant que son collègue mettait le sac dans son siège arrière. « Un tas de cochons enragés se sont montrés dans cette zone. Nous allons l'envoyer pour le faire tester. Heureusement que vous ne l'avez pas touché. » Promis, avant que je ne puisse poser d'autres questions, elle a sauté du côté conducteur et ils étaient repartis. Je regardais par la fenêtre, complètement déconcerté. Pourquoi les Gerson ne m'ont-ils pas dit de rester éloigné des cochons ? Après la débâcle avec le cochon, j'ai décidé de me détendre. J'ai préparé un petit déjeuner sain, lu quelques chapitres du thriller sur lequel je travaillais et appelé mon petit ami. Vers 11h ans cependant, je me suis rendu compte que j'avais oublié de garnir le kiosque de la ferme. C'était encore techniquement le matin, alors j'ai couru dans le champ, rempli mon sac de courgettes et de tomates et descendu l'allée aussi vite que possible sans renverser aucun des produits. Mais alors que le petit kiosque de la ferme apparaissait en vue, j'ai vu qu'il y avait déjà quelqu'un qui attendait. J'ai vérifié ma montre, 11h49. Je suis vraiment désolé. Ai-je soufflé alors qu'ils étalèrent les légumes sur la table en bois. J'étais censé faire ça plus tôt, mais il y avait un cochon. Quelque chose m'a juste fait arrêter mon bavardage. J'ai levé les yeux pour voir que la personne debout là était un peu étrange. C'était un vieil homme, probablement d'environ 80 mètres et très mince. Étonnamment, il portait un costume noir impeccable et un chapeau melon d'antan sous la chaleur étouffante. Il me souriait, mais ses dents étaient profondément jaunes et de travers, et ses yeux étaient enfoncés dans son crâne. Rien d'inhabituel à son propos, juste un vieux type à l'air légèrement effrayant, mais d'une certaine manière, il me rappelait les types effrayants de cet épisode de Buffy contre les vampires, où ils enlèvent la voix de tout le monde. « Alors, que cherchez-vous aujourd'hui ?» demandai-je lorsqu'il ne se dirigea pas pour prendre un des produits. « Les Gerson ne sont pas là, » secouai-je la tête. « Ils ne reviendront pas avant 2 semaines. »« dit-il pensivement. « Ils ne m'ont pas dit qu'ils partaient. »« Oh, vous les connaissez ?» Il a laissé échapper un petit rire. « On peut dire ça. J'ai attendu qu'ils prennent des fruits ou qu'ils partent, mais il n'a fait ni l'un ni l'autre. Il est simplement resté là à me regarder. La manière dont ses yeux bleus ont croisé les miens m'a donné un frisson dans le dos. Ce n'était pas un regard prédateur ou sexuel. C'était plus comme s'il m'examinait, m'étudiait, essayait de lire chaque inclinaison de ma tête et chaque clignement de mes yeux. Cela m'a rendu extrêmement mal à l'aise. « Alors, tu es intéressé par tout ça ? Les tomates ont l'air vraiment bonnes aujourd'hui, » dis-je, essayant de ne pas sembler nerveux. « Ou si tu cherches autre chose, je peux aller te le chercher. Seuls les Gerson peuvent fournir ce que je cherche. » « D'accord, eh bien, je retourne à la ferme. Si vous changez d'avis, les prix sont inscrits sur le tableau blanc et vous pouvez simplement laisser l'argent dans la boîte. » Je lui ai lancé un faux sourire, me suis retourné et me suis dirigé vers la colline aussi rapidement que possible sans paraître étrange. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Émilie. » Je ne lui avais jamais dit mon nom. La chose la plus intelligente aurait été de m'enfuir. Mais au lieu de cela, je me suis retourné. Il ne me poursuivait pas. Il se tenait toujours au stand de la ferme, à une dizaine de mètres de moi. « Je ne ferais pas confiance aux Gerson si j'étais vous, » a-t-il lancé, puis il s'est retourné sur ses talons et s'est éloigné en flânant. Alors que je le regardais partir, je réalisais qu'il n'y avait aucune voiture garée au bas de l'allée. Il avait juste tourné sur le vieux chemin de campagne et s'était éloigné. Je l'observais jusqu'à ce qu'il prenne le virage et disparaisse de ma vue. Je rentrais dans la maison, vérifiais toutes les serrures et décidai que je passerais le reste de la journée à l'intérieur, du moins jusqu'à ce que ce soit tentant de nourrir les animaux et réapprovisionner l'étal de la ferme à nouveau. Partie 3. Lorsque j'ai nourri les chèvres ce soir-là, elles semblaient encore fâchées contre moi depuis le matin. Avec toute l'histoire des cochons, je n'avais pas pu leur donner leur repas du matin avant presque 10 heures. Et en entrant dans l'enclos, elles me regardaient avec méfiance. Ma brune a bêlé avec un regard de trahison dans ses yeux en amande. Ma dernière tâche de la journée était de ramasser les produits invendus. Je me suis dépêché de descendre l'allée avec un sac de jardin dans les bras et un livre audio jouant dans mes écouteurs. Le soleil était bas dans le ciel, projetant des ombres qui s'étiraient sur l'allée devant moi. Le soleil ne se couchait pas encore. Ce ne serait pas avant 1 heure, mais cela me rendait quand même nerveux. La plupart des produits étaient partis, mais j'ai attrapé les 3 courgettes restantes et les ai mises dans le sac, puis je me suis retourné et me suis dépêché de remonter la colline aussi vite que possible. Mais lorsque j'ai atteint le sommet de la colline, j'ai vu quelque chose dans les champs qui m'a fait arrêter le cœur.
un épouvantail. Son bras tendu sur les côtés, sa tête pendait mollement sur ses épaules. Je n'ai pas pu le voir en détail. C'était trop loin, mais je pouvais juste voir sa silhouette clairement. J'ai immédiatement commencé à courir à toute allure. Rentre à l'intérieur. Tu iras bien. Je me suis concentré sur la porte blanche. Elle était encore si loin, mais je me suis forcé à la fixer pour détourner mes yeux de l'épouvantail. Cours aussi vite que tu peux. Et j'y suis arrivé. J'ai claqué la porte, verrouillé le pêne dormant, fermé tous les rideaux, vérifié toutes les serrures, puis je me suis effondré sur le canapé et j'ai appelé mon petit ami, Derek. « Tu dois venir ici, lui dis-je. Il y a quelqu'un là dehors. » Et je continuais à bavarder en phrases incohérentes jusqu'à ce qu'il m'interrompe. « Attends, calme-toi. Tu penses qu'il y a quelqu'un là dehors ? » ?»« Oui. Es-tu sûr ?» Derek était un bonhomme, mais il pensait souvent que j'étais un peu trop paranoïaque, un peu trop effrayé. Quand j'ai insisté que quelqu'un me suivait en rentrant du travail, il m'a dit que ce n'était probablement rien et juste un type qui empruntait le même chemin que moi. Quand j'entendais des bruits au milieu de la nuit, il insistait que c'était la maison qui se mettait en place. Quand je regardais des émissions de faits divers et que je lui disais comment nous devrions faire X ou Y pour ne pas être victime d'un crime comme ça, il se contentait de rire. Ce n'était pas intentionnellement méchant, mais dans ces moments-là, il était douloureusement évident qu'il avait grandi comme un homme avec peu de choses à craindre dans son monde. Oui, je suis sûr. Ils ont dit que la ferme n'utilise pas d'épouvantail et il y a un épouvantail debout sur la colline qui me regarde. J'ai entendu un grand soupir à l'autre bout du fil. Tu es en train de dire que tu ne me crois pas ? Je n'ai rien dit. Il dit calmement, tu as soupiré. D'accord, désolé. C'est juste, ça a l'air vraiment... Il s'interrompit. Peu importe, s'il te plaît, viens ici, je vais tout expliquer. Pourquoi ne viens-tu pas ici ? Parce que si je sors, l'épouvantail m'attrapera. Silence. Et puis j'ai réalisé que cette phrase semblait vraiment déséquilibrée en elle-même. Écoute, il y a eu tout un tas de choses vraiment bizarres qui se passent dans cette ferme. Et puis je me suis lancé dans une explication de tout. La liste des règles, les tournesols, le champ de maïs, même l'homme cochon. Pourquoi ne m'as-tu pas dit tout ça plus tôt ? A-t-il demandé quand j'ai eu fini. Parce que tu ne me croirais pas ? Tu ne me crois toujours pas ? J'essaie de le faire. Juste, ça ressemble à une histoire de fantôme, tu sais ? Un autre soupir. Mais écoute, je vois bien que tu es vraiment bouleversé. J'arrive. D'accord, je pars maintenant. Je serai là dans une demi-heure. J'ai terminé l'appel et j'ai fixé les rideaux pendant 1 minute. J'étais tenté de les écarter pour m'assurer que l'épouvantail ne s'était pas rapproché, mais je n'allais pas désobéir aux règles. Lorsque Derek est arrivé, j'ai pris toutes les précautions pour le faire entrer en sécurité. Je lui ai dit de se garer le plus près possible de la maison, de chercher les épouvantails autour, puis de courir aussi vite qu'il le pouvait dès qu'il serait à l'intérieur en sécurité. Ma peur s'est dissipée. Nous avons mis un film, avons bien ri, puis sommes allés nous coucher. Mais vers 2 heures du matin, quelque chose m'a réveillé en sursaut. Quand je me suis redressé, j'ai réalisé que Derek était parti. « Derek ?» ai-je appelé en marchant dans le couloir. « Où es-tu » Quand il n'a pas répondu, je suis descendu les escaliers. Je l'ai trouvé debout devant la fenêtre, regardant à l'extérieur. « Hé !» ai-je chuchoté. « Tu n'es pas censé regarder dehors. »« Chut ! Il y a quelqu'un dehors ?» Mon sang s'est glacé. Je l'ai rejoint à la fenêtre et j'ai scruté les champs. Je ne vois personne. Non, il y avait définitivement quelqu'un dehors. Ses doigts se rapprochèrent de sa ceinture et mon cœur a chuté lorsque j'ai vu le métal noir brillant dépasser de sa poche. « Tu as apporté ton arme ? Tu as dit que tu avais peur, » murmura-t-il en retour. « Tu as dit que quelqu'un était dehors. Je ne te croyais pas vraiment, mais maintenant je te crois. N'es-tu pas content que je l'aie apporté ? Non, je ne veux jamais être près de cette satanée chose. D'accord, nous pourrons avoir plus tard un débat idiot sur les droits des armes à feu. Pour l'instant, il y a quelqu'un là dehors, et si nous retournons simplement dormir, nous pourrions ne pas nous réveiller demain matin. Derek, je disais simplement les choses comme elles sont. J'ai croisé les bras et j'ai regardé dans le champ avec lui. Puis, juste au moment où j'étais sur le point de me détourner, je l'ai vu, une silhouette sombre marchant le long de la bordure du champ de tournesol. Derek n'a pas perdu de temps. Il a déboulonné la porte et l'a ouverte en grand. « Hé, tu dégages de notre propriété, j'ai un fusil. » La silhouette s'arrêta, se figea, puis se glissa entre les tournesols. Avant que je puisse l'arrêter, Derek sortit en courant de la maison. « Derek !» criai-je, mais il ne s'arrêta pas. Je m'arrêtai sur le seuil, puis je me mis à courir après lui. « Reviens !»
Il courait directement vers le champ de tournesol. Ne va pas là-dedans. Il ne se serait probablement jamais arrêté, mais quand il est arrivé à la frontière, j'ai crié à plein poumon et il s'est arrêté un instant. Tu ne peux pas y aller, ai-je haleté, attrapant son bras. Les tournesols. Oui, tu m'as dit qu'ils sont maléfiques, ou te surveillent, ou quelque chose comme ça. Je pense que je peux me débrouiller tout seul. Il fit un geste vers son arme. Et si je n'effraie pas ça, il va revenir et te récompenser, ou te tuer, ou faire ce qu'il était venu faire. Sur ce, il disparut dans le feuillage. Je restai là, haletant à la lisière du champ. Il ira bien, me mentis-je à moi-même. Il ira bien. Alors que l'adrénaline s'estompait, je levai la tête et scrutai les fleurs. Elles étaient toutes tournées vers moi. Les pétales jaunes semblaient argentés à la lumière de la pleine lune. D'accord, ça va, elles pointent toutes dans la même direction, tu vois ? Attends. Il y avait une seule fleur au centre du champ, tournée loin de moi. Mon sang se glaça. « Derek, sors de là !» Silence. Pas de bruit de pas précipités, pas de bruissement, rien. Un frisson parcourut mon corps. « S'il te plaît, sors !» suppliai-je, fixant l'obscurité ombragée sous les fleurs. Puis je l'ai entendu, un léger bruissement. Il y avait juste un problème, cela venait directement au-dessus de ma tête. J'ai levé les yeux. Le tournesol, juste au-dessus de moi, était incliné droit vers le bas. De près, j'ai vu clairement qu'il n'était pas plein de graines. Non. Là où les graines auraient dû être, il n'y avait qu'un abîme d'un noir pur. Et il y avait des choses entre les pétales et l'abîme, des choses blanches, acérées, toutes pointées vers le centre, des dents. Je me suis mis à courir à toute vitesse. Avec mes deux bras, j'écartai les tournesols sur mon passage, me frayant un chemin à travers le champ. « Derek !» ai-je crié, mais tout ce que j'entendais était plus de bruissement au-dessus de ma tête, alors que tous les tournesols se tournaient vers moi et que des rangées et rangées de crocs acérés scintillant au clair de lune descendaient vers moi. Puis quelque chose a attrapé mon bras. Une main ridée. J'ai levé les yeux pour voir un chapeau melon sur un costume sombre, le vieil homme de l'étal de la ferme. Et là, à quelques mètres de moi dans la terre, se trouvait Derek. Il respirait fort, vivant, mais son bras droit était couvert de sang sombre qui se répandait dans le sol. « Je pense qu'il est temps que nous parlions, » dit-il calmement en lâchant mon bras. « Maintenant, passons à la 4e et dernière partie de l'histoire. »« À quoi pensais-tu en allant dans les tournesols ?» demanda le vieil homme en enroulant de la gaze autour du bras de Derek. « À quoi pensais-tu ?»« Je t'ai vu aller dans le champ aussi, » répondit-il. « Je suis allé derrière le champ pour me cacher de l'homme fou avec un fusil. Tu rôdais dehors au milieu de la nuit. Qu'étais-je supposé penser ?» répliqua Derek. « Et toi ?» dit le vieil homme, me pointant du doigt. « Tu aurais dû savoir que s'il ne pouvait pas tuer ceux qui l'attaquaient avec un pistolet, y aller après lui était un geste idiot. Je voulais le sauver, dis-je, les bras croisés. Oh, donc tu étais armé aussi ? Non. Il secoua la tête. J'ai surpris le mot « stupide gamin » murmuré sous son souffle. Puis il ôta son chapeau, le posa au milieu de la table et nous regarda chacun à notre tour. Je vais vous dire ce qui se passe ici et ensuite j'espère que vous pourrez m'aider. Derek et moi avons échangé un regard. Comment savons-nous que nous pouvons te faire confiance ? A-t-il demandé. Il vient juste de nous sauver la vie, ai-je répondu. Il traînait dehors au milieu de la nuit sans aucune bonne raison. C'était une bonne raison, claqua le vieil homme, en lançant un regard noir à Derek. Et si tu m'écoutais ne serait-ce qu'une maudite minute, tu comprendrais. Allez, chuchotai-je en serrant la main de Derek. D'accord, très bien. Le vieil homme se redressa, puis commença à parler. Les Gerson ont commencé cette ferme il y a presque 20 ans. Ils ont acheté le terrain à une vieille veuve qui avait vécu ici toute sa vie. Elle ne voulait pas le vendre, mais elle avait besoin d'argent. Eh bien, ils ont fait tomber le contrat, mais au dernier moment, ils ont modifié les papiers et l'ont trompée pour qu'elle le vende à moitié prix. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait été dupée, elle a maudit la terre elle-même. Ils ont juste ri. Ils ne croyaient ni aux malédictions, ni aux superstitions, ni au surnaturel. Le vieil homme s'arrêta et regarda Derek de manière significative. Il rompit le contact visuel et regarda le sol. Bien sûr, dès qu'ils ont planté les graines de tournesol, ils ont réalisé que la malédiction était bien réelle. Finalement, ils ont essayé de vendre la propriété, mais à ce moment-là, la nouvelle de la malédiction s'était répandue, et ils n'obtiendraient qu'une fraction de ce qu'ils avaient de payer. Ils n'étaient pas prêts à perdre leur argent, alors ils l'ont gardé, et avec le temps, ils ont appris que s'ils suivaient certaines règles et restaient prudents, ils pouvaient cultiver quelques récoltes et réaliser un bénéfice. Mais personne n'est parfait.
Après quelques appels rapprochés, les Gerson ont décidé qu'ils ne voulaient pas risquer leur vie, mais étaient parfaitement d'accord pour risquer la vie des autres. Alors, ils ont commencé à embaucher des gens pour s'occuper de la ferme. Ils ont tiré profit des faibles, des défavorisés, des mères célibataires désespérées, des immigrants sans papier, des personnes nouvellement arrivées en ville, qui n'avaient pas encore entendu parler de la malédiction ou étaient trop désespérées pour s'en soucier. C'est ici que j'interviens. Ma fille faisait partie de ces personnes. Elle était une mère célibataire, et moi, j'étais terrible. Il fit une pause et avala comme pour ravaler son émotion, mais son visage resta stoïque. Je ne lui ai pas permis à elle et à son fils de rester chez moi quand elle a été expulsée de son appartement. Je pensais que cela causerait trop de conflits avec ma femme et je m'efforçais tellement de faire en sorte que cela fonctionne. Mais maintenant, je vois que rien de tout cela n'avait d'importance. Il inspira brusquement. Quelques semaines plus tard, elle a été embauchée par les Gerson, et ni elle ni mon petit-fils n'ont jamais été revus. Derek et moi sommes restés assis là en silence. « Je suis tellement désolé », finis-je par balbutier. « C'est horrible. Alors aide-moi à les récupérer, dit-il, un regard suppliant dans les yeux. Ramène-les, ils ne sont pas morts, tu vois, je reconnais la voix dans le champ de maïs. C'est la voix de mon petit-fils. » Le silence tomba sur nous trois. Derek et moi nous nous regardâmes. Le vieil homme dut remarquer notre confusion, car il continua. Les victimes ne sont pas toujours tuées. Parfois elles sont transformées, comme ma fille et mon petit-fils dans le champ de maïs, ou l'épouvantail, ou les cochons. Je me suis couvert la bouche avec mes mains. Les cochons ? Il a hoché la tête. Non, non, non. J'ai appelé la police quand j'en ai vu un et ils sont venus et je pense qu'ils... Les larmes me brûlaient les yeux. Je pense qu'ils l'ont tué. Je suis vraiment désolé d'entendre cela, mais ce n'est pas de ta faute. Les Gerson ont beaucoup de pouvoir dans cette ville. Ils ont un accord avec la police. Les policiers corrompus sont connus pour se débarrasser des preuves dans le champ de tournesol. Il soupira. J'ai consacré les 3 dernières années de ma vie à ça. J'ai rencontré tous les obstacles possibles, je sais tout ce qu'il y a à savoir. J'ai appris beaucoup de choses directement des enfants de la veuve. Alors y a-t-il un moyen de les récupérer ? Ai-je demandé. Oui, je n'ai jamais pu entrer dans la maison auparavant. Les Gerson s'en sont assurés. Il plongea la main dans sa poche et en sortit ce qui semblait être un petit sac enfilé. À l'intérieur, parmi ce qui ressemblait à du matériel végétal séché, je pouvais distinguer quelque chose de long et blanc. Un os. C'est ce que la veuve a utilisé pour créer la malédiction. Sa fille m'a dit qu'il était caché derrière l'armoire à pharmacie dans la salle de bain, et il y était. En utilisant ceci, je devrais pouvoir inverser les effets de la malédiction. Il jeta un coup d'œil à Derek, puis me regarda à nouveau. Alors, m'aideras-tu ? Je marquai une pause fixant les yeux bleus du vieil homme, puis j'acquiesçai. Il commença à poer vers l'aube. Le soleil franchit la colline, projetant de longues ombres le long du chemin. Le vieil homme nous conduisit au bord du champ de maïs qui, à la lumière du jour, ne semblait plus si menaçant. Les tiges ondulaient doucement dans la brise, illuminées d'or par le soleil levant. « Qui est prêt ?» demanda-t-il. Derek et moi étions à quelques pieds de distance lorsqu'il souleva le sac. Il récita plusieurs phrases en latin ou dans une autre langue, quelque chose qu'il avait mémorisé lors de ses recherches, supposai-je. Il cria presque la dernière phrase, puis renversa le contenu du sac sur le sol. Les feuilles séchées se dispersaient dans le vent. L'os tourbillonnait dans les airs, puis rebondissait sur la terre. Pendant 1 minute, rien ne se produisit. Mais ensuite, je l'entendis, un doux bruissement venu de l'intérieur du maïs. Lentement, il devint de plus en plus fort. Je pris la main de Derek et la serrai, me préparant à voir surgir une horreur indicible. Mais ça fonctionna. Une femme sortit du maïs, grande et mince, tenant la main d'un petit garçon souriant. J'ai regardé, mes yeux se remplissant de larmes, alors que la femme étreignait son père. Puis, alors qu'ils étreignaient tous les deux le petit garçon, le vieil homme dit « Allez, il est temps pour toi de rentrer à la maison. » Le vieil homme commença à descendre l'allée vers la route principale, suivi par sa fille et son petit-fils. Une angoisse me noua les entrailles. Quelque chose clochait. Il partait simplement sans chercher les autres, sans même jeter un regard dans notre direction. Je scrutai la ferme, mais je ne vis personne sortir, n'entendis aucune voix. « Hé !» ai-je crié. « Qu'en est-il des autres ?» Le vieil homme s'arrêta et se retourna. Il ne souriait pas. « Je suis désolé, dit-il. Mon cœur s'est enfoncé davantage. Qu'est-ce que tu veux dire par « désolé » ? La malédiction ne peut pas être inversée, dit-il, ses yeux bleus scintillant sous le soleil levant. La seule façon de libérer quelqu'un de la ferme est de donner quelqu'un à sa place. Non, non. Il ne voulait pas... Je suis désolé, dit le vieil homme.
Il passa son bras autour de sa fille, elle nous regarda en arrière avec de la tristesse dans les yeux, tenant la main de son petit garçon, puis il continua sur l'allée. « Ne t'en vas pas !» ai-je crié. « Émilie !» commença Derek. « Reviens ici tout de suite. » Émilie, cette fois, la voix de Derek avait une qualité étrange, étouffée, rauque. Je me suis retourné brusquement et me suis figé. De la paille sortait de la bouche de Derek. « Non !» ai-je crié en trébuchant vers lui, mais c'était trop tard. Sa peau était d'un gris maladif, ses yeux étaient vitreux et vides, et ses lèvres ressemblaient presque à un dessin fait au feutre. J'ai regardé avec horreur l'homme que j'aimais se transformer en épouvantail. « Derek !» sanglotai-je. « S'il te plaît !» Son corps était toujours au-dessus de moi, les bras tendus rigidement sur les côtés, chemise de flanelle bourrée de paille, tête de jute pendante sur ses épaules, puis il bougea. Sa tête pivota brusquement vers moi, ses yeux, désormais rien de plus que des boutons, fixés carrément sur les miens. Je courus. Je courus aussi vite que possible vers la maison, mais je sentis quelque chose changer en moi. Tout semblait déséquilibré. Mes jambes me semblaient étranges, se pliant et se tordant sous moi. Je trébuchais à l'intérieur et m'effondrais sur le sol en pleurant, mais je savais que je changeais aussi. Pour une raison quelconque, mes changements se produisaient plus lentement que ceux de Derek. Quand je me regardais dans le miroir, je pouvais voir les changements. Mon nez était plus long, mes oreilles étaient tordues, ma peau était plus rose. Alors, j'ai essayé de taper cela aussi vite que je pouvais. S'il vous plaît, restez loin de la ferme Gerson. N'achetez pas leurs produits, n'y allez pas travailler. Ne faites rien. Fuyez aussi vite que vous le pouvez et ne vous retournez jamais. Je pourrais en dire plus, mais ça devient de plus en plus difficile de taper. L'espace entre mes doigts se fond, mes mains deviennent raides, et d'ici 1 heure environ, elles seront des sabots et je n'aurai aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. Alors s'il te plaît, quoi que tu fasses, ne viens pas à la ferme Gerson.